Bonjour, bon après-midi tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Je m'appelle Panos Boutsis et je suis, on parle de l'équipe de transformation. Dans notre webinaire aujourd'hui, nous avons demandé à nos orateurs de répondre aux questions à 1 milliard de dollars pour leur donner leurs aperçus, leurs idées d'un point de vue leader sur le financement des fonds de réponse aux urgences. On va leur demander donc de nous donner leurs aperçus, leurs analyses, leurs idées sur l'approche. Ces approches seront utiles à vous tous qui assistent à la présentation à travers le monde dans cette discussion aujourd'hui. Mais avant de présenter les orateurs, j'aimerais vous parler rapidement du webinaire et surtout du plateforme VoiceBoxer que l'on utilise aujourd'hui pour la première fois. Tout d'abord, ce webinaire va durer 50 minutes. Pendant 30 minutes, je vais poser des questions à nos orateurs et ensuite, ils vont nous donner leurs réponses à travers les sujets. Pendant les 30 minutes, je vais prendre vos questions. Et ensuite, je vais les poser à nos orateurs pour avoir leurs idées sur les questions pertinentes que vous avez lors de l'opération ou là où vous vous situez actuellement. Je suis heureux de vous dire que pour la première fois, le webinaire est non seulement en anglais, mais aussi avec l'interprétation en simultané vers le français, l'arabe et l'espagnol. J'espère que cela le rend plus accessible pour nos collègues à travers le monde afin que les collègues puissent assister dans des différentes langues. Si vous voulez basculer vers une autre langue, si vous regardez l'écran, au fond à droite, vous voyez un bouton qui dit votre langue. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, comme je dis, français, arabe ou espagnol. J'aimerais aussi vous souligner le fait qu'à droite, vous avez un bouton sous le titre Chat. Si vous cliquez là-dedans, vous allez voir que cela vous donne l'option générale où vous pouvez avoir une discussion avec les participants. L'une des points clés de ces webinaires est que cela donne une plateforme à tous les participants de partager les meilleures pratiques en direct en même temps que les orateurs parlent. Donc, je vous encourage d'utiliser ce canal et je souligne que c'est sous chat groupe général. Ensuite, vous pouvez parler avec tout le monde. Je vous encourage aussi à envoyer vos questions depuis le début à tout moment pendant ce webinaire. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions. Encore une fois, sous chat groupe, il y a un bouton qui dit questions. Si vous posez votre question là, cela vient directement vers moi et je vais prendre ces questions pendant les deuxièmes 30 minutes d'ici une demi-heure. Et on va demander à ce moment-là à nos orateurs de donner leur point de vue, leurs opinions sur les questions que vous nous envoyez. Il y a aussi un point d'interrogation. Donc, si vous avez des questions techniques, en bas à gauche de l'écran, vous voyez un point d'interrogation. Si vous cliquez là-dedans, aide, vous allez avoir un soutien en direct. L'aide en direct. Si vous avez des questions de connexion ou quoi que ce soit, on peut vous proposer un soutien. Il y a un participant spécifique qui est là pour vous aider. Pour nos collègues qui sont sur le terrain, si vous avez un problème de connexion avec l'Internet, si l'audio n'est pas suffisante ou suffisamment clair, vous pouvez aller dans YouTube et écouter ce webinaire en direct. C'est simple, il suffit de connecter sur YouTube et ensuite taper le titre du webinaire, State Webinar. La question à 1 milliard de dollars, comment le leadership peut-il tirer le meilleur profit des financements? Et ensuite, vous pouvez entendre, écouter le webinaire en direct. Ce webinaire sera enregistré et ensuite fourni en ligne
pour toute personne qui voudrait l'écouter. Cela va sortir d'ici quelques jours sur le site State. Voilà, donc en termes d'introduction pour VoiceBoxer, comme je vous ai dit, n'hésitez pas d'envoyer vos questions pendant que les orateurs parlent et je vous encourage de discuter dans la boîte chat, d'avoir des discussions avec tous les autres participants. Donc le sujet d'aujourd'hui, nous sommes axés sur Surf. Depuis 10 ans, Surf 4,3 milliards de dollars ont été distribués dans 19 pays à travers les allocations CERF. Pour nous tous qui ont travaillé dans le terrain, nous avons conscience de ce processus, mais ce qui est plus important, la valeur de pouvoir procurer le financement, que ce soit sur la réponse rapide, parfois pendant des périodes de crise, lorsqu'on en a vraiment besoin. Bien sûr, on remercie les bailleurs de fonds, des donateurs qui permettent aux coordinateurs et les preneurs de décision de prendre une décision au niveau du terrain afin de donner le pouvoir aux coordinateurs de pouvoir prendre les choix qu'il faut pour prendre les décisions qu'il faut en termes de financement CERF. Afin de répondre à vos questions et à mes questions, j'aimerais vous présenter les participants. Je suis heureux de vous dire que nous avons deux collègues qui nous rejoignent aujourd'hui ici avec moi-même à New York. Ce matin, pour le webinaire, je vous présente Lisa Doughton. Lisa est directrice du secrétariat du Fonds central d'intervention. Lisa a une carrière très importante avec plus de... avec le Elle a travaillé avec USAID, elle a travaillé dans plus de 30 pays, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Et ses aptitudes reflètent très bien dans les exemples qu'elle va partager avec nous d'ici quelques minutes. Donc, bienvenue Lisa, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. J'aimerais aussi présenter Stephen Tull. Stephen est le coordinateur résident et coordinateur humanitaire à Tchad, l'un des opérations les plus complexes et difficiles à travers le monde en termes de besoins, qui va depuis les réfugiés, les problèmes de santé, de climat, la pauvreté. Il y a beaucoup de besoins avec une opération importante coordonnée depuis sous la direction de Stephen. Stephen a aussi travaillé avant de rejoindre son poste actuel. Il a été à Kazakhstan où il travaille avec à Genève, en Yougoslavie, ancienne Yougoslavie, en Afghanistan, Fédération russe. Il a aussi travaillé avec le Bureau des droits humains et aussi en consulting privé aussi. Steven, bienvenue. On est heureux de vous avoir parmi nous depuis Tchad pour cette discussion. Donc, je vais vous passer la parole à notre premier oratrice. Et donc, j'aimerais vous demander, Lisa, de nous parler rapidement des dernières informations sur CERF. Je sais que c'est financé de manière centrale. Il y a des discussions sur les forums. Et il y a une annonce qui a été faite importante en termes d'augmentation de fonds vers 1 milliard d'ici 2018. Donc, on aimerait savoir ce que vous avez à dire sur la direction de ce fonds et qu'est-ce que cela veut dire pour nos collègues dans le terrain, sur le terrain. Merci beaucoup, Panos. Et donc, bienvenue à tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. C'est un complément important aux webinaires qu'on fait dans les différents pays aussi afin de les aider à améliorer les priorisations stratégiques de CERF. Je pense de manière plus directe à votre question, Panos. Qu'est-ce qu'un CERF à 1 milliard de dollars? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une question importante pour nous et je pense que j'aimerais vous parler de quelques sujets clés qui ne vont pas changer. Tout d'abord, cela va rester un processus priorisé et impulsé par les pays
c'est toujours poussé par les pays, que ce soit, bien que ce soit un fonds global, le renforcement du leadership CH, et cela va donner un coup de pouce pour les groupes d'assistance vitale. Cela va rester une source clé pour les urgences oubliées. Une chose qui va changer, c'est qu'il y aura plus de flexibilité en termes de réponse rapide sur les urgences financées et sous-financées. Comme vous savez, 2 tiers des financements sont pour les réponses rapides et 1 tiers pour les sous-financés. Donc, nous attendons à ce qu'il y aurait une augmentation dans la flexibilité entre ces deux qui donnerait aux CH la possibilité d'avoir plus de flexibilité pour la définition des lancements de financement. Cela donnera aussi un financement plus élevé en termes de financement d'urgence. Ce qui va changer aussi, avec ce certain milliard de dollars, il y aura plus d'allocations plus importantes, plus d'allocations pour les urgences spécifiques, ce qui va augmenter l'impact et la valeur ajoutée tout en réduisant les coûts de transaction. Cela veut dire qu'il y aura un financement non affecté pour permettre au CH d'établir les priorités. Et je pense aussi, parce qu'on entend parler de tous les bailleurs de fonds, qu'il faut vraiment cibler les résultats. Et depuis les 10 ans d'expérience que CERF a maintenant pour fournir des fonds, j'aimerais vous citer quelques réussites. Donc CERF a permis aux partenaires de fournir un soin à 20 millions de personnes par an en moyenne. L'alimentation, l'assistement sanitaire à 8 millions de personnes et les services de protection à 4 millions de personnes aussi. Et d'autres secteurs aussi, comme vous le savez, financés par, soutenus par CERF. Merci Lisa. C'est impressionnant de voir CERF en voie de croître. Et comme vous le dites, il y a plus de financement pour les HC au niveau du terrain, de terrain. En étant un coordinateur humanitaire sur le terrain, lorsque on prépare un CERF, une demande de CERF, la question qui survient pour tout le monde, c'est de comment faire en sorte que mon organisation ou mes priorités soient identifiées. Ayant reçu toutes les demandes à travers le monde, j'aimerais vous demander quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner au CH afin de faire en sorte que les demandes de CERF réussissent. Quelles choses marchent lorsque vous voyez une demande, vous vous dites, voilà, ça c'est un non tout de suite. Souvent, le dilemme, c'est de savoir comment décider, comment avoir une petite allocation, une demande qui couvre des projets à travers le pays. Comment décider d'un point de vue leader de faire la demande qu'il faut? C'est à vous maintenant, Lisa. Ok, merci. Il est très important parce que on reçoit beaucoup de demandes de financement. On finance environ 50 pays chaque année. Donc il y a beaucoup de besoins à travers le monde. Donc sur le diapo devant vos yeux, vous voyez les signes d'une demande de subvention certes de qualité. Donc tout d'abord, basé sur les localités géographiques et les populations avec les besoins les plus critiques tout d'abord, et ensuite ces demandes ont une stratégie claire et établissant la liste de priorités et focalisée sur les besoins vitaux. Vous connaissez les critères des besoins vitaux qui doivent être suivis dans les demandes. Et en dernier lieu, ici, un nombre limité de projets qui assurera un impact maximum sur le terrain, donc un nombre de projets limité avec un impact maximum sur le terrain. Donc je vais vous donner 2 exemples ici et Steven aura bien sûr d'autres exemples aussi. Mais je vais commencer avec l'exemple du Yémen. En 2015, Yémen était le plus grand récepteur de fonds CERF. Suite au conflit, le CH avait demandé et a reçu 25 millions
milliards de CERF pour la réponse. Mais pendant que le conflit a augmenté, ils ont demandé plus d'actions humanitaires et CERF a affecté encore 2,5 milliards de dollars pour les télévisions et les logistiques d'urgence. Voilà, c'est des facteurs qui ont permis une réponse efficace. En septembre 2015, il y avait d'autres IDP et CERF qui ont affecté 15 millions de dollars pour la santé, la protection et la protection. Voilà, donc cela répond à un besoin spécifique suite au pic aux différents lancements qui avaient été identifiés et la priorité avait été définie. Ensuite, le Sud-Soudan. Pour CERF, c'est de démarrer les activités. Cela ne devrait jamais être un pourcentage important qui couvre le financement. Cela veut dire que cela va la main dans la main avec d'autres sources de financement. Et ces fonds de CERF, c'est dans les 50 différents pays. La moitié sont des pays où il y a des fonds basés dans le pays, partagés. Donc l'exemple ici, dans le Sud-Soudan, en 2013, avec la crise nouvelle à l'époque, la CH à l'époque, Tourdimenteur, avait demandé une réponse rapide de 15 millions de dollars. Cela a pris un peu plus de temps pour fournir la priorité stratégique pour de bonnes raisons, parce qu'il avait besoin de redéfinir les priorités des projets qui étaient financés pour le fonds partagé du Sud-Soudan, et il voulait s'assurer que CERF était prioritisé vers les secteurs. Donc, en jaune, vous voyez le financement CERF sous la logistique et gestion des camps. Et en orange, c'est les projets qui étaient donc les priorités étaient définies par les autres secteurs. Donc, cela marchait la main dans la main pour être complémentaire en termes de financement, non seulement dans un pays, mais aussi en termes de financement reçus par les CH. Ensuite, moi, je vais vous parler des conseils clés. Il est important de savoir qu'une demande avec les priorités bien définies n'est pas pareil partout. Donc, il y a des points clés, des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Cela devrait définir un objectif stratégique. Il ne faut pas définir tous les objectifs. Il ne faut pas faire cela. Doit avoir un nombre faible de projets qui définit les projets clés des habitants. Et aussi, donc pour décider ensuite ce qui peut être décidé tout de suite, donc ce n'est pas un HRP en termes de couvrir tout, cela doit être bien ciblé. Ensuite, une réponse rapide pour s'assurer que les projets qui démarrent lentement ne sont pas définis. Ceux qui peuvent suivre une réponse rapide, qui peuvent être mis en œuvre dans les 3-4 mois à suivre, il faut aussi prendre en compte la capacité d'absorption des financements et aussi s'assurer que les agences ont la possibilité de mettre en œuvre les projets dans ce calendrier de 6 mois pour une réponse rapide. Assurer que les réponses ne sont pas faites pour combler un écart de financement. Souvent, on nous demande des financements, des coupures de rupture de financement, mais aussi pour une réponse rapide, vous conseille que vous pouvez pas faire une demande rapide, un outil pour faire une demande rapide lorsque la demande n'est pas claire, pour ne pas savoir ce qu'il faut demander, il faut avoir une réponse rapide. Si, par exemple, il y a une baisse rapide ou un pic de réfugiés, par exemple, l'équipe ici est toujours disponible par téléphone pour discuter de la possibilité d'un note de concept. Les pays n'ont pas besoin de passer du temps sur ce note de concept lorsque les leviers sont clairs. Par exemple, le tremblement de terre en Ecuador est là où CERF, par exemple, a fourni un financement rapidement. Et en dernière lieu, comme vous le voyez ici, les gens prennent leur part de gâteau. CERF n'est pas là pour distribuer les parts de gâteau, mais c'est là que les leaders CH et les leaders sont clés. Il faut s'assurer que les priorités sont définies suite à ces conseils que je vous ai donnés et
ne pas s'assurer que tout le monde reçoive un part de gâteau. On peut aussi dire non si besoin. On peut aussi discuter de cette situation si besoin. Mais voilà, cela serait mes conseils clés. Lisa, merci, c'était superbe. Je écrivais aussi vite que possible pour capturer tous ces points clés. Les objectifs, cibler la capacité d'absorption, ce n'est pas là pour combler un écart. Il ne s'agit pas de distribuer des parts de gâteau à travers la table. Il s'agit d'être stratégique, d'être sélectif, bien ciblé. Je rappelle à tout le monde que vous tous qui ont participé dans ce webinaire, on va vous envoyer un résumé qui va inclure ces points clés, ces conseils clés évoqués par les deux orateurs, afin que vous puissiez les voir. J'ai aussi à côté de moi-même Samir qui travaille aussi sur Stealth, et lui, il est disponible sur chat. Il envoie des messages, des mails rapides, des liens à vous tous qui voulez contacter les collègues Stealth qui avaient des questions afin de discuter en direct lorsqu'on discute aujourd'hui. J'aimerais maintenant passer la parole à notre prochain orateur, Stephen Tull, qui nous rejoint depuis Tchad. Il est coordinateur. Stephen, on est heureux de vous avoir parmi nous. Vous avez un travail difficile parmi dans un lieu si complexe avec des difficultés, des besoins très difficiles en termes de sécurité alimentaire, les réfugiés, les IDP, le conflit, la pauvreté et ainsi de suite. Il y a une gamme importante dans le pays. J'aimerais vous demander, Stephen, nous sommes très intéressés par votre propre expérience au niveau humanitaire. Et là où vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que vous avez défini les priorités afin de définir dans le contexte CERF, dans un contexte où tout le monde où on pourrait dire qu'il est presque impossible de définir les priorités, comment est-ce que vous avez réussi à faire cela lorsque tout paraît priorité en termes de faire du progrès avec la demande CERF? Donc, Steven, c'est à vous maintenant. L'interprète s'excuse, il n'y a pas de son. Steven, nous avons un problème technique. Vous voudrez bien déconnecter votre vidéo pour faire. On va donc vous repasser la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc, mais on va essayer encore une fois et j'espère. La dernière fois, on vous a vu, mais on n'a rien entendu. Donc, on espère que cette fois, on va pouvoir vous entendre. Donc, c'est à vous, Steven. Nous avons un problème technique, mais pendant lequel les collègues essaient de résoudre ce problème, j'ai déjà reçu des questions des participants. Donc, on va revenir vers vous, Steve. Mais je rappelle à tout le monde que le bouton question et l'option chat, si vous regardez à droite, en dessous de micro, il y a le bouton chat. Et si vous cliquez avec votre souris à droite de l'écran, il y a l'option générale pour chatter avec vos collègues et aussi l'option pour donner référence. Lisa, on a un collègue, j'imagine que ce soit quelqu'un qui travaille pour un ONG, qui dit comment est-ce qu'on peut faire une demande CERF? Est-ce que c'est pas pour les Nations Unies? Et est-ce que cela change? Parce que les ONG à travers le monde travaillent dans des opérations
Donc, comment avoir accès à ce financement? Est-ce qu'ils peuvent se mettre en liaison avec le CERF directement? Ok, merci de cette question. C'est une question importante, surtout puisqu'on se déplace vers un milliard de dollars parce qu'on reçoit cela. Et je dirais que lorsque le CERF a été créé, lorsqu'ils ont créé le fonds, la partie financement en 2016, l'Assemblée générale avait défini que le financement n'irait que vers les récipients des Nations Unies. Bien sûr, ces organisations travaillent avec beaucoup de partenaires. Donc actuellement, les partenariats entre les agences et leurs partenaires de mise en œuvre sont très importants. Et j'ai des données que je voudrais citer pour l'année dernière, l'année 2014, sur les fonds affectés par CERF, un quart était mis en œuvre par des partenaires, par des ONG, par les gouvernements, la société civile. Et sur ces 25%, plus de la moitié, 13%, étaient mis en œuvre par les partenaires au niveau national. Donc, c'est une gamme de partenaires très importante qui n'est pas disponible à travers des différents besoins. Donc, bien que les ONG ne sont pas ne reçoivent pas les financements directs, il y avait une question qui était posée dans les documentations pour examiner la possibilité. Donc, nous allons faire l'analyse et discuter avec les partenaires pour savoir si cela paraît logique et est-ce que l'Assemblée générale permettrait cela dans l'avenir. Donc, c'est une question importante, mais c'est une source importante de financement et on encourage les partenaires ONG sur le terrain afin de définir les priorités de demande CERF, parce que c'est une question importante, comme vous dites, que les ONG soient très importantes au niveau de mise en œuvre et devraient donc définir les priorités. Merci Lisa, j'espère qu'il y aura plus d'informations à ce sujet aussi et bien sûr cela va en ligne avec l'approche lors du sommet afin de renforcer les partenariats au niveau local. Si j'ai compris bien, la question technique avec Chad a été résolue, donc je repars vers Steven pour lui poser ma question rapidement. Steven, j'espère que vous m'entendez. J'espère qu'on vous entend aussi. Ma question, donc, c'est de savoir comment est-ce que, Chad, vous avez su comment définir les priorités pour les fonds CERF dans un contexte où on pourrait dire que tout est prioritaire, qu'il y a besoin de tout en Tchad. Steven, donc, c'est à vous. Merci, Panos. Je pense que ça marche maintenant, donc je vais continuer. Les conseils fournis par Lisa déjà sont très importants et j'aimerais commencer là. Vous allez devant vos yeux une présentation qui vous donne des points de conseil. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Je veux commencer par vous dire un conseil clé, c'est de définir une priorité spécifique de la crise dans le pays et définir les besoins au niveau de la crise dans le pays. Au Tchad, dans notre HRP, nous avons 3 crises: alimentation, malnutrition, déplacement des populations et urgence santé. Il y a aussi une correspondance géographique à cette question aussi. Et comme nous avons déjà une prioritisation HRP, il était utile aussi pendant le processus CERF de aller plus loin et se focaliser plus sur les évaluations des besoins ou de les mettre à jour avant de commencer le processus de consultation sur les priorités pour être aussi à jour que possible. Aussi à jour que possible. Afin d'identifier les écarts. Ensuite,
Sur les diapos que vous voyez là, il s'agit d'établir un calendrier clair en termes de priorité, ce qui est très important en termes de transparence. Et ici en Tchad, en 2015, le EHP a a suivi les lignes directrices CERF, qui a défini les rôles et les responsabilités, et avait un organigramme pour le processus aussi, ce qui a été utilisé pour les allocations CERF depuis ce moment-là. En troisième lieu, il s'agit pour moi que le bureau OCHA doit être un participant dans tout le processus, pendant tout le processus, parce que depuis le financement de CERF, pendant l'été 2016, sous financement, le bureau OCHA a eu des discussions avec des sous-clusters dans le terrain, dans le sud de Tchad, qui était notre focus géographique afin de guider les discussions là-bas, en plus que dans le ECC et dans les clusters aussi, afin de s'assurer que c'était en conformité avec le CERF, mais aussi avec le fait que l'OCHA puisse soutenir les agences dans le développement de la proposition. En quatrième lieu, il est important d'avoir un leadership bien défini à travers un retour qui implique les clusters, les EHP et les CH, afin d'avoir une coordination, un système de coordination qui fonctionne bien. Et la communication, comme vous le savez, et l'évaluation des besoins dans un tel système donnerait au CH et EHP les informations dont ils auraient besoin pour prendre des décisions à tout niveau. Ici au Tchad, les collections des données et l'analyse des vulnérabilités est venue depuis le terrain qui a été analysé par les clusters au niveau national et ensuite ils en ont informé l'ICC sur les priorités et l'ICC ensuite a trié ces priorités, filtré ces priorités afin de donner un retour vers le HP et le CH. Il s'agit aussi d'examiner les allocations précédentes. Comme vous le savez, ici au Tchad, on a eu 2 allocations CERF d'une réponse rapide par le passé pendant une période de 4 mois pour le bassin de Tchad, le lac Tchad. Donc il était important d'identifier des similitudes entre ces différents sujets. Et lorsqu'on était sous-financé pour une troisième distribution au mois de juin. Donc le conseil ici, c'est que lorsqu'il y a une discussion stratégique avec les CH, les EHP et les clusters, on menait à une décision prise à l'unanimité. Et ensuite, le CH est là pour vérifier et valider les résultats. En dernier lieu, rapidement, il faut s'assurer que vous avez une consultation dynamique avec un nombre important de participants. Ici, à Tchad, cela nous a bien aidé d'avoir un engagement actif au niveau des ONG au niveau national et international, mais aussi on a parlé avec les bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale en tant que bailleur de fonds de développement, mais qui était aussi impliqué sur le terrain en adressant les vulnérabilités qui avaient un impact au niveau de la situation humanitaire. Donc, les consultations nous ont mené à avoir une meilleure idée des prévisions de financement des différentes sources, mais aussi s'assurer qu'il y avait une complémentarité avec CERF. À vous, Panos. Merci, Steven. Il est très utile de voir ces 5 points avec la partie pratique d'identifier les besoins, avoir les discussions au niveau leadership, prendre une décision au niveau stratégique pour faciliter la discussion afin de savoir quelles sont les priorités au niveau
des priorités poussées par la situation et les besoins sur le terrain. Steven, si je peux revenir vers vous avec une question. Vous avez maintenant fait plusieurs demandes. Vous êtes dans un pays qui a reçu des fonds parmi les 5 clients CERF les plus importants, pour ainsi dire. Donc, je vous demande, vous parlez de toutes ces réussites, mais je vais demander, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés de votre expérience personnelle lorsque vous avez fait ces demandes? Quelles sont les leçons que les collègues puissent tirer de votre expérience dans l'avenir? Steven, à vous. Ok, merci Panos. Les défis. Ce n'est pas facile, c'est un environnement compliqué et notre niveau de financement a été faible. Donc il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de besoins à combler aussi. Je dirais que sans répéter ce que j'ai déjà dit, l'analyse des données, consultation au niveau du terrain et à tout niveau est très important. Vous allez voir dans une diapo bientôt, on peut identifier des niches pour une réponse rapide ou pour une allocation de crise sous-financée. Là aussi, on a eu l'avantage d'avoir deux réponses rapides et une autre sous-financée pendant une période d'un an. Il est important donc de regarder toutes les tendances dans le pays pendant l'année et définir l'utilisation appropriée pour ces financements CERF. Une chose clé aussi, c'est de consulter avec le secrétariat CERF. Moi, j'ai eu une réunion en face à face au mois de février à New York avec Vesna, à Jessica Bowers, afin de discuter après notre première réponse, proposition de réponse rapide pour le lac, et on cherchait une deuxième réponse. Et j'ai aussi parlé avec pour des conseils pour la crise sous-financée aussi, mais aussi au fil de l'année et pendant la préparation de notre proposition, l'équipe OCHA en particulier et les CC a discuté régulièrement avec le secrétariat, ce qui a beaucoup aidé. Ces consultations sont utilisées et nos discussions sont définies pour définir les niches pour nos différents sujets. Donc, lorsqu'on parle de la réponse rapide pour le lac, comme je dis, on avait déjà noté il allait y avoir des situations difficiles dans le sud du Tchad qui allaient survenir. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur ces opportunités d'augmentation de prioritisation. En deuxième lieu, il faut renforcer la connaissance des consignes pour une demande de CERF. Donc, pendant nos 3 dernières allocations CERF, on a eu des webinaires depuis le secrétariat CERF afin de renforcer les connaissances de tous les partenaires. Mais aussi, pendant le mois de septembre, on a une formation dans le pays sur l'ICT pour les différents collègues depuis le secrétariat CERF. Et afin de s'assurer que cela puisse augmenter aussi. Il faut utiliser l'ICC pour augmenter les financements au niveau des clusters. Je pense qu'il est très important en termes d'outils pour les CH afin de naviguer, mais aussi pour s'assurer qu'il y a un niveau de transparence à travers le processus. Ici, à Tchad, l'ICC et les groupes de clusters étaient les points d'entrée pour la plupart des discussions sur les priorités. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a reçu un retour dans le contexte au niveau de système de coordination, un système de retour vers les clusters, vers l'ICCE dans le UHP et ainsi de suite. Lorsqu'on a eu une définition des priorités depuis l'ICCE, on était certains convaincus que les consultations avaient eu lieu sur les différentes priorités.
lorsqu'on avait eu l'allocation des SERF, on a utilisé la même méthodologie afin de examiner les situations de distribution dans les différents clusters, et cela a bien marché là aussi. En quatrième lieu, une consolidation des évaluations de besoins afin de les augmenter où possible. Mais là, le processus SERF peut être vu comme un outil pour combler notre aide humanitaire et une manière de mettre en place des évaluations pour prendre des actions, par exemple pour avoir plus d'accès suite à notre première réponse rapide, distribution depuis le mois de décembre pour le lac Tchad. Cela nous a permis de mettre plus de capacité sur le terrain et d'avoir accès à ceux auxquels on n'avait pas accès auparavant, ce qui nous a permis d'identifier les besoins des différents individus qui n'étaient pas atteints et qui avaient besoin dans la partie nord du lac, donc, qui était notre deuxième réponse de demande de réponse rapide. Donc ensuite, je vais vous parler du besoin de vérifier les FTS. Et OSHA, là, a fait un bon travail avec les agences pour identifier la situation actuelle au niveau des finances. Il y a une consultation avec les agences et les ONG ici au siège pour avoir un aperçu clair sur la compréhension de ce qui est très important au niveau de définir les priorités. Donc, je passe la parole à Panos. C'est bien d'entendre vos réflexions. Je suis heureux que vous n'ayez pas parlé des batailles, mais bien sûr votre parcours à travers les opérations, à travers les clusters, le lien entre le cluster et l'approche. Comme vous dites, il y a une transparence à travers. Ce sont des points clés afin de faire en sorte que tout le monde soit bien placé et utiliser le financement dans une manière qui fait une différence. Je vois beaucoup de questions et il vous reste un moment, il nous reste 15 minutes avant la fin de ce webinaire, donc je vais passer la prochaine question à Lisa. On a une question depuis Panama qui ont eu la même question, les mêmes difficultés. La question, c'est de savoir, un collègue qui dit que je travaille maintenant sur une urgence qui se produit. Comment savoir si une urgence est en ligne avec les besoins SERF au niveau des financements en termes de coordinateur? Est-ce que je poursuis là avec les opérations? Et si oui, je voudrais m'assurer que, bien sûr, c'est en ligne avec les critères pour la demande. Lisa, c'est à vous. Oui, merci de votre question. C'est une question qu'on reçoit souvent. Et bien sûr, depuis cela est depuis 2015, CERF a développé des lignes directrices pour les désastres, surtout manque. Et je pense que cela sera résumé sur notre site web avec des liens pour identifier des réponses. Mais en bref, il doit avoir un changement important dans un calendrier sur une population et sur une région. Donc en 2015, à ce jour, jusqu'à ce jour, CERF a affecté presque 120 millions de dollars dans 19 différents pays. Donc avec cet exemple, vous pouvez voir que c'est jusqu'à presque 20 pays qui ont reçu presque 20 millions de fonds CERF.
Donc, j'aimerais vous dire aussi, on est sur des urgences sous-financées en 2017. Donc, bien sûr, on avait une politique de donner une seule fois une allocation pour les pays concernés par El Niño. Cela, c'était parce que on avait des pays qui revenaient pour demander des fonds supplémentaires, ce qui n'était pas possible. Et cela n'était pas possible et cela va s'améliorer d'ici 2000 lorsqu'on aura 1 milliard de dollars. Et ces urgences sous-financées, ces pays sont valables s'ils répondent aux critères. Donc l'analyse est faite à la fois avec le secrétariat, mais aussi avec les groupes dirigés par les SAO pendant cette période de financement. Lisa, cela est très utile. Et bien sûr, on va garder ces lignes directrices avec nos collègues. Donc, afin de comprendre les paramètres et l'éligibilité au niveau des financements. Lisa, il y a une autre question pour vous. Encore une fois, il y a 3 collègues qui ont posé la même question, qui dit, je travaille dans une opération où il n'y a pas de bureau OSHA, où nous pensons que on aimerait examiner la possibilité pour l'avenir de savoir comment faire pour faire du progrès. Est-ce que vous contactez de manière directe ou est-ce qu'il faut faire en sorte que les priorités soient définies de manière correcte? Ok, merci de votre question. Et j'ai vu une question aussi pour savoir s'il était possible de recevoir une allocation CERF. Bien sûr, certains exemples de cette année, suite au tremblement de terre en Équateur, le financement là au Cuba récemment, 5 millions suite à l'ouragan Matthew, et en Corée aussi, et Rwanda aussi. Donc la réponse rapide, CERF peut être affecté et je propose que le bureau RC soit en contact avec les équipes des programmes ici afin, puisque nous sommes disponibles ici pour avoir une discussion avec vous, moi-même je suis disponible aussi et d'autres collègues aussi. Donc il n'y a pas des conditions prédéfinies parce qu'on fournit des financements à différents pays, plus que les pays où l'OSHA soit présente, mais là où l'OSHA est déjà présente, c'est un soutien aux demandes CERF aussi. Merci Lisa. Je suis convaincu que vous allez recevoir beaucoup d'appels suite à cette présentation. Surtout là où il n'y a pas de bureau OSHA sur le terrain. Steven, nous avons une question pour vous maintenant. L'un des participants, vous avez parlé des processus pour un financement CERF, mais on comprend que le financement CERF ne couvre qu'un petit pourcentage du besoin total pour ce secteur, pour ce lieu ou l'opération sur le terrain. Donc, quelle est la différence à une allocation CERF puisque c'est si faible et pourquoi est-ce que c'est si importante suite aux besoins que vous avez dans un pays? Donc la question c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est si important, bien que ce soit petit. Steven, c'est à vous. L'interprète s'excuse, il n'y a pas de son. Donc je regrette que nous avons toujours un problème technique avec Chad. Donc lorsqu'on essaie de résoudre ce problème, Lisa, je vais vous poser une question maintenant. L'un des participants a posé la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du calendrier? Cela prend combien de temps?
depuis le moment qu'on fait notre demande jusqu'à la prise de décision? Est-ce que c'est suffisamment rapide? Est-ce que s'il y a plus d'argent, le fonds soit plus important? Est-ce que cela va ralentir la situation? Donc il s'agit de savoir combien de temps le financement va prendre. Et j'espère entre-temps qu'on va résoudre les problèmes techniques avec Chad. Ok, merci de cette question. Bien sûr, c'est une question importante. Je pense que un point clé de CERF, c'est la vitesse de réponse. Et je dirais aussi que lorsque les fonds sont affectés, le coordinateur d'urgence va annoncer le financement dans les 12 à 48 heures suite à démarrage de l'urgence. Puisque nous savons lorsqu'il y a un tremblement de terre, ouragan, qu'il y a des besoins immédiats. Et lorsque Stephen O'Brien, l'ERC, fait l'annonce, les équipes dans le pays sont conscientes qu'ils vont recevoir un financement et le montant qui sera fourni aussi. À ce moment-là, les agences, lorsqu'ils soumettent leur demande, ils commencent à distribuer les fournitures et avec cela, la demande CERF peut, peut prendre jusqu'à 6 semaines. Donc, il faut que l'équipe soit confortable avec les évaluations, mais bien sûr avec une réponse rapide. Vous connaissez les bases qui feront partie de cette demande. Mais dont les fournitures qui sont déjà là pour d'autres programmes peuvent être réaffectées et remboursées si cela va aider l'urgence actuelle. Donc, avec ce rapport de 6 semaines, ça peut être prêt à être utilisé, je pense. Ok, aussi en termes de calendrier, bien sûr, parfois on reçoit un retour qui dit que parfois cela prend un certain moment pour les demandes CERF. Et dans certains des cas, tous ceux qui font partie des HCT connaissent le fait qu'il y aura des discussions qui doivent avoir lieu, mais aussi cela peut prendre, s'il y a une question au niveau d'accès, on a une question pour la Jordanie au mois de juin, par exemple, on a pu distribuer 4 millions rapidement, mais bien sûr, cela était une situation très importante au niveau de la sécurité. Donc, il a fallu ensuite retarder un tout petit peu parce que l'équipe dans le pays a fallu retarder le reste de leur demande. Mais dans les derniers jours, on l'a reçu et ensuite, on a répondu rapidement. On essaie de donner une réponse, des commentaires dans les 24-48 heures, mais parfois, bien sûr, il y a des facteurs au niveau du pays qui peuvent prendre plus de temps, mais où nous sommes prêts à travailler avec vous afin de répondre à ces demandes aussi rapidement que possible. Merci Lisa. Je vais retourner maintenant à revenir à Chad. Je pense que le problème technique a été résolu. Donc, Steven, c'est à vous. Bien que CERF soit un fonds plutôt faible par rapport aux besoins, quelle est la différence que cela peut faire? Quel impact est-ce que cela peut avoir sur le terrain, dans le terrain? Ok, Panos, merci. Je pense que nous avons résolu ce problème maintenant. Donc, l'interprète jusqu'à 200 millions de reçus pour notre HRP, donc 10%. C'est une partie importante, mais un peu faible, mais importante. Mais la visibilité de ce financement CERF était très importante aussi. Tout d'abord, je vais parler pour la réponse rapide CERF dans le lac de donation là, mais puisque c'était pour adresser des nouveaux besoins, il y a un an, on atteignait 55 000 individus déplacés du
au niveau du Tchad et à travers l'accès et la capacité qu'on a augmenté depuis les deux distributions CERF, nous avons maintenant accès à 150 millions, donc 55 à jusqu'à 115 000 de ces personnes affectées très vulnérables dans la région du lac. Dans le sud, je dirais que dans le sud du Tchad, à côté de République Afrique centrale, CERF nous a permis de harmoniser nos opérations à un moment critique avec la crise actuelle cela a continué la priorité, l'intérêt et la disponibilité de notre côté de la frontière, ce qui nous a permis aussi de rassurer le gouvernement, les partenaires, que on ne les laissait pas de côté. La procuration des fonds pour le Sud a été très difficile depuis 2 ans pour les agences, indépendamment de CERF. Donc cette contribution et cet engagement vers le Sud était importante aussi. Aussi dans le Sud, dans les deux cas, mais aussi on a bien souligné la malnutrition, ce qui a baissé en 2016. Ce qui était important aussi parce que cela nous a permis de montrer que CERF distribuait des fonds de manière rapide avant que la situation s'empire. À vous. Merci Steven. Il nous reste 3 minutes environ, 3 minutes. Donc je vais prendre la dernière question pour Lisa, mais avant, je voudrais vous dire que dans la boîte chat, il y a un lien. Van Katesh Naik fait partie de l'équipe State. Avec le lien, il y a SurveyMonkey que nous avons préparé pour avoir votre retour sur ce webinaire. Donc lorsque Lisa parle, je vous encourage de suivre ce lien et avoir vos idées, vos pensées sur ce webinaire. Lisa, un collègue a envoyé un message pour dire que est-ce qu'il y a toujours suffisamment de temps à cette époque de l'année pour postuler? Est-ce qu'il vous reste des fonds? Le webinaire a inspiré des suggestions, mais je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si c'est trop tard vu que nous sommes déjà au mois de novembre. À quel niveau sont vos fonds? Est-ce que vous en avez toujours? Oui, Lisa dit. Il n'est jamais trop tard de postuler, faire une demande. Lorsqu'il y a besoin, nous sommes prêts à considérer votre demande. En termes de notre niveau de financement actuel, nous n'avons peu de liquidités disponibles, donc on fait des demandes aux bailleurs de fonds afin de procurer des contributions aussitôt que possible. On fait face à un écart de 25 millions de dollars par rapport à nos objectifs, donc on essaie de combler cet écart. Mais encore, pour revenir à cette question spécifique, bien sûr, nous sommes toujours disponibles ici pour recevoir vos demandes pour une réponse rapide. Lorsqu'il y a besoin, cela sera examiné de manière très claire pour savoir si on et comment fournir une réponse. Très bien, merci Lisa. On espère que vous allez combler cet écart au niveau du financement parce qu'il est vital au niveau des services. Mais ce qui est important, c'est que cela démontre que les décisions sont bien prises au niveau du pays, et ce qui est très important. Donc, il est très important de faire la demande. Donc, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de notre webinaire. J'aimerais tout d'abord remercier nos orateurs, Lisa et Dalton, responsables des fonds CERF ici à New York, mais aussi à Stephen Tull, coordinateur résident et coordinateur humanitaire à Tchad. J'aimerais remercier les deux pour participer, pour leurs
idées, leurs pas pratiques, leurs idées critiques d'un point de vue CERF, mais aussi d'un point de vue coordinateur pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce qu'on a tiré beaucoup de leçons. En fait, on apprend plus à partir des erreurs que des réussites. Comme l'équipe State, on va vous envoyer tous un résumé avec des points clés fournis par nos orateurs. On va aussi vous envoyer un lien vers ce webinaire qui sera disponible en ligne si vous voulez ou encourager d'autres collègues à l'écouter. J'aimerais aussi rappeler à tout le monde que le lien Survey Monkey pour donner votre retour. Il y a quelques peu de questions très simples, donc, et on vous encourage de nous donner votre retour, surtout que ce webinaire a été interprété de manière simultanée vers le français, l'arabe et l'espagnol aussi. J'aimerais remercier les interprètes pour leur travail fantastique pour la première fois dans les 4 langues de manière simultanée et VoiceBox aussi d'avoir développé ce plateforme afin de l'utiliser tous. Donc, depuis nous tous, je vous souhaite une bonne journée et c'est la fin de ce webinaire. Merci.